Lundi, après presque 8 mois de détention, le procès de Diddy a enfin commencé le 5 mai et l'intérêt du public était évident dès les premières heures avec une longue file d'attente devant le tribunal fédéral de Manhattan avant même le début du procès. Les médias, les fans, les spectateurs et les journalistes voulaient à tout prix avoir une place dans la salle d'audience et la ruée était telle que beaucoup ont dû rester dehors. À l'intérieur, la tension était palpable, surtout du côté de Diddy. Il avait l'air simple mais soigné dans la salle d'audience, vêtu d'un pull bleu foncé et d'une chemise blanche. À côté de lui, se trouvait son équipe de défense composée de 7 avocats renommés. Mais contrairement aux audiences précédentes, aucun membre de sa famille ou de son entourage n'était présent cette fois-ci. Les observateurs pensent que soit il y a eu des disputes familiales, soit son avocat lui a conseillé de ne pas avoir le soutien de sa famille dans la salle d'audience. Ce qui me semble plus plausible, étant donné que certains de ses proches sont aussi poursuivis dans d'autres procès. Diddy était donc seul lundi et semblait visiblement tendu. La première journée officielle du procès a commencé vers 8h30, mais aucune déclaration importante n'a été faite. Au lieu de ça, la sélection des jurés potentiels était à l'ordre du jour. En effet, le droit pénal est structuré de manière quelque peu différente aux États-Unis et en Europe. Là-bas, ce n'est pas un juge qui décide de la culpabilité ou de l'innocence, mais un jury complet. Ce jury est composé de 12 citoyens sélectionnés parmi un grand groupe pour faire court. Ils écoutent en l'intégralité du procès et rendent leur verdict à la fin. Le juge préside les débats et détermine la peine en cas de condamnation, mais la décision sur la culpabilité ou l'innocence appartient uniquement au jury. Quand les jurés potentiels sont entrés dans la salle d'audience, Diddy les a observés de près. D'après les médias, il les a comptés sur ses doigts, sûrement pour savoir combien de personnes étaient dans la sélection finale. Il était calme, réservé et tendu. Tout le contraire de ses apparitions précédentes au tribunal, où il s'était montré parfois sûr de lui, applaudissant ses avocats, souriant et détendu. Dès le début du procès, Diddy a demandé une pause et a demandé s'il pouvait aller aux toilettes. La main levée, il a dit « Je suis désolé, votre honneur. Je suis un peu nerveux aujourd'hui. » Après une courte pause, l'interrogatoire des jurés potentiels a repris. Il est très vite apparu qu'il était super difficile de constituer un jury vraiment neutre dans une affaire aussi médiatisée. La plupart des personnes interrogées ont dit avoir déjà entendu parler des accusations portées contre Diddy. Certains avaient même vu la vidéo montrant Diddy lors de l'incident violent avec son ex, Cassie. Malgré tout, beaucoup ont dit qu'ils pensaient à pouvoir rester neutres. On peut bien sûr se demander si c'est vraiment possible. Certains jurés potentiels ont d'ailleurs été immédiatement écartés. Une femme, par exemple, parce qu'un membre de sa famille a aussi été victime d'agression, ce qui pourrait bien sûr compromettre son objectivité dans une affaire comme celle-ci. Un autre a été exclu parce qu'il avait un passé criminel et un employé de la chaîne américaine HBO a aussi été écarté après avoir dit qu'on avait parlé dans sa rédaction du documentaire critique de HBO The Fall of Diddy. Un membre du jury lié à L.B. Shore, un proche de Kim Porter, la mère décédée des enfants de Diddy, a aussi été exclu. Un autre homme parmi les jurés potentiels a particulièrement attiré l'attention. Il semblait très absent, parlait sans arrêt d'un accident dans lequel quelqu'un avait été renversé par un train, puis a demandé au juge pourquoi l'affaire s'appelait États-Unis contre Combs, ce qui a bien sûr semé la confusion. Mais malgré ces déclarations bizarres, le mec est resté dans la sélection finale et les observateurs pensent que ce sont justement ces personnes distantes qui pourraient être utilisées par la défense de Diddy, car elles sont peut-être plus faciles à influencer. Les jurés potentiels ont aussi reçu une liste d'environ 190 célébrités dont les noms pourraient être mentionnés pendant le procès. Parmi eux, on trouvait des noms comme Michael B. Jordan, Mike Myers, oui, exactement, Austin Powers en personne, merde, Kid Cudi et Kanye West. Le but était de savoir si les personnes interrogées avaient une opinion sur ces personnes ou si elles pouvaient être partiales d'une manière ou d'une autre. Cependant, rien n'indique que ces célébrités soient directement impliquées dans l'affaire ou qu'elles témoigneront effectivement, du moins pour l'instant. Au total, 12 jurés principaux et 6 jurés suppléants doivent être désignés. Pour beaucoup, le fait que le nom de Kim Porter ait été mentionné à plusieurs reprises était particulièrement explosif. En effet, même l'avocate de Diddy aurait fait allusion à la mort mystérieuse de l'ex-petite amie de Diddy dans une phrase incidente.
Cette formulation fait bien sûr sensation. Non seulement parce qu'elle alimente les spéculations qui circulent depuis des années sur Internet, mais aussi parce qu'elle provient directement de la défense de Diddy et pourrait avoir des conséquences négatives pour lui. Vers midi, le juge a mis fin à l'audience. Il a annoncé que la sélection finale des jurés devrait être terminée d'ici le 9 mai, c'est-à-dire demain, de sorte que les plaidoiries d'ouverture soient prévues pour le lundi 12 mai. À partir de là, ça va devenir super intéressant. En effet, lors des plaidoiries d'ouverture, l'État va exposer en détail pour la première fois comment il compte monter le dossier contre Diddy. Il va par exemple expliquer quand les faits se sont produits, qui est impliqué, quelles preuves sont attendues, etc. Peut-être qu'on aura alors de nouvelles infos ou autre chose. Je suis super impatient. L'ensemble du procès devrait durer environ 8 semaines, donc on peut s'attendre à un verdict au plus tôt en juillet. De nombreux jurés potentiels ont été exclus et la défense a accusé le ministère public d'avoir principalement rejeté des jurés noirs et a demandé les raisons de ce rejet. Le procureur a répondu en expliquant le rejet de chaque juré noir. Le juge a examiné ces explications et n'a trouvé aucun signe de discrimination, ce qui n'a bien sûr pas plu à la défense de Diddy. Elle a continué à affirmer que Diddy était visé en raison de la couleur de sa peau et que le procureur, composé exclusivement de femmes blanches, avait délibérément exclu les jurés noirs. Le procès a alors commencé. Au début, il a été confirmé qu'outre de nombreux témoins, Cassie et 4 autres témoins clés allaient témoigner contre Diddy. Son ex, qui n'est appelé que Jane Doe, une ancienne employée de Diddy, et Rodney Jones, son producteur à l'époque. Le 5e témoin, dont l'identité n'est pas encore connue, serait une femme qui peut confirmer tous les actes de Diddy, même si elle n'a pas été victime des agissements de Diddy. Le ministère public a toutefois annoncé que l'une des témoins avait disparu depuis plusieurs semaines et que même son avocat était injoignable. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'elle a été soudoyée par Diddy pour ne pas témoigner devant le tribunal. Cependant, ce ne sont pour l'instant que des rumeurs, et l'identité exacte du témoin sera révélée au cours du procès. Puis, la partie la plus importante du procès a commencé. Avant que les premiers de témoins ne soient entendus, le ministère public a lu sa déclaration liminaire, que je vais vous lire dans son intégralité, même si elle est très longue, car c'est là que l'on entend pour la première fois les accusations officielles portées contre Diddy. Dans ce qu'on appelle le opening statement, il est dit « Voici Sean Combs. Pour le public, il était une icône culturelle, un homme d'affaires plus grand que nature. Cependant, il avait une autre facette. Vous allez maintenant découvrir comment il a commis des crimes pendant 20 ans. Commençons par une nuit où il recherchait sa petite amie Cassie, puis l'a forcée à avoir des relations avec des hommes rémunérés pendant qu'il observait et filmait la scène. Lorsqu'il a appris que Cassie voyait un autre homme, il s'est mis en colère et s'est mis à sa recherche, ainsi qu'à celle de l'homme. Il a réveillé un employé pour qu'il le conduise chez Cassie, mais personne n'était là. L'accusé n'a toutefois pas abandonné et a continué à chercher Cassie. Lorsqu'il l'a trouvée, il l'a agressée violemment et l'a traitée comme un objet. Il a menacé de publier des vidéos d'elle et a même fait irruption dans la maison d'un homme, l'a agressée et a fait chanter sa petite amie. Mais ce ne sont pas ses seuls délits, et Cassie n'est pas sa seule victime. Par l'intermédiaire de son entreprise, Bad Boy Records, il exerçait son pouvoir, en s'entourant notamment de gardes du corps qui géraient tous les aspects de sa vie. Ces gardes du corps étaient impliqués dans des activités criminelles, notamment des enlèvements et des incendies criminels, et transportaient même des femmes à travers les frontières nationales. Il a fait chanter et utiliser la violence, non seulement contre Cassie, mais aussi contre Jane Doe. Il appelait ses escapades Freak Offs, Wild King Nights ou Hotel Nights, et son personnel organisait les vols, les voitures et les hôtels selon ses instructions. Son personnel préparait également la chambre avec de l'huile pour bébé et des éclairages, puis payait les hommes en espèces après les séances. Il contrôlait chaque geste et attendait des femmes qu'elles prennent du plaisir. Cassie a tenté de travailler sur sa musique, mais l'accusé lui a fait manquer de nombreuses opportunités. Ils ont enregistré, mais seul Diddy avait le droit de décider ce qui serait publié. De plus, il a frappé Cassie à plusieurs reprises, puis l'a forcé à rester dans une chambre d'hôtel pour cacher ses blessures. Et maintenant, voici la partie la plus choquante. En effet, le procureur a déclaré que l'accusé avait contraint l'un des hommes réservés à verser de force, pour employer un langage acceptable sur YouTube, son champagne dans la bouche de Cassie. C'est tout simplement incroyable. Il a poursuivi en disant « Comme vous le verrez au cours de ce procès, il a commis des actes terribles, et les conséquences sont graves.
Il la frappait même lorsqu'il estimait qu'elle passait trop de temps dans la salle de bain jusqu'à ce qu'elle s'enfuit à plusieurs reprises. Cependant, il la retrouvait toujours avec l'aide de son entourage proche. Et lorsqu'il lui disait « freak offs », Cassie savait qu'elle n'avait pas le choix. La même chose s'est produite avec Jane Doe, une femme célibataire avec qui Diddy est sorti en 2020. Un soir, il a parlé à Jane de ses freak offs et a immédiatement mis son plan à exécution. Il l'a emmenée dans une chambre d'hôtel pendant qu'un homme payé était en route. Jane a alors appelé 2 autres hommes qu'elle connaissait déjà et les a invités à se joindre au freak-off afin qu'elle puisse au moins choisir un partenaire qu'elle connaissait. Un an plus tard, après une dispute, il s'est rendu chez elle où Jane Doe s'était cachée et enfermée dans la chambre. L'accusé a alors enfoncé la porte et saccagé la salle de bain, l'armoire et la chambre d'amis. Il lui a dit « Vous n'allez pas gâcher ma soirée, appelez un homme et faites ce que je vous dis ». Jane a finalement obéi à ses instructions. Vous verrez des SMS qui prouvent que l'accusé a offert 100 000 $ en billets de 100 $ à un agent de sécurité d'un hôtel pour qu'il se taise et lui remette la vidéo avec Cassie, qui avait été enregistrée entre-temps afin de dissimuler ses actes. Cassie et Jane Doe vous raconteront les expériences douloureuses qu'elles ont vécues, et vous entendrez également certains hommes rémunérés que l'accusé a recrutés et filmés. Plusieurs employés de l'accusé témoigneront également de la manière dont il s'est imposé à eux, et vous verrez des SMS, des vidéos et de nombreuses autres preuves qui démontreront la culpabilité de Sean Diddy Combs. Après cette longue déclaration, la défense de Diddy a pris la parole et a présenté son point de vue. Elle a déclaré « Cette affaire concerne l'amour, la jalousie et l'argent. Cependant, ce n'est pas un conte de fées Disney. Sean Combs est fascinant. Il a grandi à Harlem et a créé des entreprises légales. Si l'on souhaitait réussir dans la musique, il était naturel de vouloir être proche de Sean Combs. Il a 55 ans et je suis honoré de le représenter. Cette affaire concerne la vie privée de Sean Combs et le gouvernement n'a rien à y faire. Il lui arrive parfois d'être jaloux ou en colère, ce qui le fait perdre le contrôle. Vous entendrez qu'il a menti à son ex-petite amie et vous penserez peut-être qu'il est stupide ou méchant. Mais ce n'est pas ce dont il est accusé. Il est accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle. Cependant, les accusations ne portent que sur des violences domestiques. Le procureur a alors interrompu la défense et déclaré « S'il s'agissait de violences domestiques, nous ne serions certainement pas devant le tribunal depuis 8 mois. Ne nous faites pas perdre notre temps. » Au cours de la déclaration de la défense, ils ont littéralement présenté Cassie et Jane Doe comme des ex-petites amies blessées qui étaient simplement jalouses. Ils ont même évoqué Kim Porter, affirmant que Cassie et Jane étaient jalouses d'elle et qu'à la fin de leur relation, elles voulaient simplement obtenir de l'argent. La défense a souligné à plusieurs reprises que les 2 femmes avaient le libre choix et que ce libre choix comportait des avantages et des inconvénients. La défense n'avait rien d'autre à ajouter. Aucune preuve contraire n'a été mentionnée, ni aucun autre élément susceptible de disculper Diddy. Au contraire, avec cette déclaration, la défense a indirectement admis que Diddy avait commis des agressions. Après toutes les preuves vidéo, il est probablement impossible de le nier. Les 2 premiers témoins ont ensuite été interrogés. Le premier témoin était Israel Flores. À l'époque, il était agent de sécurité dans l'hôtel où Diddy a été filmé en train d'agresser Cassie. Il a déclaré avoir reçu un appel d'urgence provenant du 6e étage de l'hôtel le 15 mars 2016. Il aurait alors rencontré Diddy et Cassie dans le hall de l'ascenseur. Diddy était affalé sur une chaise et fixait le vide. Israel Flores a déclaré que son regard était diabolique et a ajouté que Cassie était recroquevillée dans un coin, le visage caché. Plus tard, il s'est souvenu qu'elle avait un œil au beurre noir. Il a demandé aux 2 personnes de régler leurs différends dans leur chambre et les a raccompagnés. Il a alors remarqué qu'il y avait un autre homme dans la chambre. Diddy a alors attrapé une liasse de billets et a dit à l'agent de sécurité de ne parler à personne de ce qui s'était passé. L'agent a toutefois refusé le pot de vin et a dit à Diddy qu'il devait payer pour les dégâts matériels. Peu après, l'agent est retourné dans la chambre avec le responsable de la réception pour rappeler à Diddy le règlement intérieur. À leur arrivée, Diddy a exigé de voir la vidéo de surveillance du couloir de l'hôtel et la situation a tellement dégénéré que l'agent a dû plaquer Diddy contre le mur pour le calmer. Cette dispute a été filmée avec un téléphone portable et diffusée pour la première fois au tribunal. On pouvait entendre Diddy crier sur Cassie tandis que l'agent tentait de le calmer. La vidéo virale de Cassie et Diddy a ensuite été diffusée dans son intégralité avant que le témoin suivant ne soit interrogé. Celui-ci a donné un premier aperçu des freak-offs. Daniel Phillips, un ancien stripteaseur, a déclaré que son manager lui avait dit en 2012 qu'il y avait une demande pour un stripteaseur noir, mais que personne d'autre ne correspondait à la description.
Pensant qu'il s'agissait d'un enterrement de vie de garçon, il a accepté le contrat. Il a raconté comment il s'était rendu dans un hôtel de Manhattan, où Cassie, portant une perruque rouge, lui avait ouvert la porte de la chambre d'hôtel. Dans un coin, un homme en peignoir était assis, le visage caché par un bandana. Il a déclaré au tribunal qu'il ne pouvait pas bien voir son visage, mais qu'il avait reconnu la voix de Didi. Cependant, Didi s'est d'abord présenté comme quelqu'un travaillant dans le domaine de l'import-export. Cassie lui aurait ensuite remis personnellement quelques milliers de dollars, plus quelques milliers de dollars de pourboire, pour qu'il l'enduise d'huile pour bébé et la masse avant de commencer, pendant que Didi regardait. À partir de ce moment-là, il a été engagé à plusieurs reprises par Didi, qui lui a révélé son identité. Pour ces rendez-vous, qui duraient parfois plus de 10 heures dans des chambres d'hôtels obscures, il aurait reçu entre 700 et 6000 dollars. Les déclarations de Daniel Phillips sont ensuite devenues si choquantes que les filles de Didi se sont levées et ont quitté la salle d'audience. Il a notamment confirmé les déclarations choquantes du procureur et a déclaré que c'était Cassie qui lui avait demandé de verser son champagne sur elle. Il a également déclaré avoir souvent été témoin de la violence de Didi et a raconté une situation où Didi avait appelé Cassie alors qu'elle était assise devant son ordinateur. Quand elle a répondu qu'elle avait besoin d'un moment, Didi aurait complètement perdu son sang-froid et lui aurait lancé une bouteille en verre qu'il aurait manqué de peu. Il l'aurait ensuite traîné dans la chambre et lui aurait crié « Quand je te dis de venir, tu viens immédiatement ». À cause du comportement de Didi, il aurait eu peur à chaque fois et n'aurait donc jamais appelé la police. Il a déclaré avoir pris une photo de ma carte d'identité et avoir dit que c'était pour des raisons de sécurité. Pour moi, c'était une menace. De plus, il aurait été heureux de faire partie du monde hollywoodien. Après l'interrogatoire, l'audience a été levée et Didi est resté assis sans bouger et sans prononcer un mot pendant toute la durée du procès. Mardi, le témoin le plus accablant dans le procès de Didi a été interrogé, à savoir Cassie. Elle a été la seule témoin à être interrogée pendant 6 heures au cours du procès. Elle a fondu en larmes et a raconté pour la première fois en détail comment se déroulait sa relation avec Didi. Comme son témoignage est l'un des plus importants, nous allons à nouveau examiner toute la journée, du début à la fin. Bien sûr, cette fois encore, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le palais de justice. La famille de Didi était également présente avant le début de l'audience, à 11h, heure locale. À 11h11, Cassie a été appelée à la barre. Elle portait une robe marron et, à la surprise générale, elle est entrée dans la salle d'audience en étant visiblement enceinte, ce qui n'est bien sûr pas favorable à la défense de Didi. En effet, lorsqu'une femme enceinte de 9 mois parle de ses souffrances, l'empathie du jury est naturellement 2 fois plus grande. C'est pourquoi les avocats de Didi avaient demandé au préalable que Cassie ne témoigne pas devant le tribunal afin de ne pas influencer le jury. Cette demande a toutefois été rejetée et elle a donc prêté serment, donné son nom et déclaré qu'elle était musicienne. Interrogée sur Sean Combs, elle a répondu qu'elle avait eu une relation intermittente avec lui pendant 10 ans. La procureure lui a alors demandé si elle et Didi se disputaient souvent, ce à quoi Cassie a répondu qu'il y avait fréquemment des altercations violentes et que Didi devenait très souvent violent. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait été blessée, elle a répondu qu'elle avait eu plusieurs fois des yeux au beurre noir et des ecchymoses sur tout le corps. La procureure a ensuite montré les photos prises à l'hôtel lorsque Didi l'avait agressée et Cassie a raconté qu'ils avaient eu une nouvelle fois une crise ce jour-là. Lorsqu'on lui a demandé comment elle savait ce qu'était une crise, Cassie a répondu que Didi lui avait proposé, au cours de la première année de leur relation, d'inclure une troisième personne dans leur, disons, vie amoureuse. Elle n'avait alors que 22 ans et a déclaré avoir eu un haut le cœur lorsque Didi lui a fait cette proposition. Elle était confuse et nerveuse, mais elle aimait beaucoup Didi et voulait simplement le rendre heureux. C'est pourquoi elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Elle a ajouté qu'elle ne se souvenait plus de la première fois où ils avaient eu une telle séance, mais qu'elle se rappelait qu'un homme avait été payé pour cela et que Didi avait regardé et lui avait donné des instructions. Au début, ces hommes étaient engagés par Didi, mais avec le temps, c'est elle qui a dû les trouver et les recruter. Lors de son témoignage, Didi a observé Cassie très attentivement, tandis qu'elle racontait qu'à l'époque, Didi contrôlait presque toute sa vie, y compris sa carrière. Elle a déclaré qu'elle était jeune, qu'elle n'avait pas grand-chose à dire et qu'elle avait peur qu'ils deviennent violents et publient leurs séances qu'il enregistrait en partie. La procureure a ensuite révélé que Cassie avait remis des preuves, telles que des ordinateurs portables et des téléphones mobiles, au gouvernement en décembre 2023, un mois après avoir porté plainte contre Didi, et a montré au jury des photos datant de l'époque où Cassie et Didi étaient en couple.
Cassie a déclaré au tribunal qu'elle avait 19 ans lorsqu'elle a signé un contrat de 10 albums avec le label Bad Boy Records de Diddy en 2006. Diddy avait alors 36 ans. Son premier album est sorti en août de la même année. Malgré son contrat, elle n'a jamais sorti d'autres albums. Le jour de son 21e anniversaire, Diddy l'a embrassée pour la première fois, bien qu'elle ne le souhaitait pas. Cependant, avec le temps, ils se sont rapprochés et elle a déclaré qu'elle était curieuse et qu'elle voulait être près de Diddy, car il était passionnant et la faisait se sentir spéciale. Elle a ensuite raconté sa première fois avec Diddy. Ils étaient sur un bateau à Miami et il lui a donné une pilule d'ecstasy, a-t-elle déclaré. Après cette excursion, ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. Cependant, leur relation n'a pas été rendue publique pendant plusieurs années, car Diddy était encore en couple avec Kim Porter à l'époque. Mais à partir de ce moment-là, il l'emmenait partout avec lui. Elle a déclaré que leur première année de relation avait été très amusante et qu'elle était sous le charme de Diddy. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps elle avait ressenti cela, elle a répondu que cela avait été une période mouvementée et qu'avec le temps, elle avait découvert une autre facette de Diddy. Puis, elle a lentement fondu en larmes. « Il voulait contrôler entièrement ma vie », a-t-elle déclaré. De son apparence physique à son travail, en passant par les personnes avec lesquelles elle parlait. « Tout est allé très vite pour moi. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait », a-t-elle poursuivi avant de raconter les sautes d'humeur de Diddy. Elle a expliqué « Il me suffisait de le regarder de travers pour recevoir une gifle ». Elle a également déclaré que Diddy la frappait tous les jours. Au fil du temps, les sessions sont devenues de plus en plus fréquentes et Cassie a décrit que cela était devenu un véritable travail et qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. À la fin, je passais des jours entiers à prendre de la drogue, à boire de l'alcool et à avoir des relations sexuelles avec des inconnus. Certaines sessions duraient 36, 48, voire 72 heures. La plus longue a duré 4 jours, a-t-elle déclaré. Pendant sa relation avec Diddy, elle a enregistré des centaines de chansons. Cependant, les sessions étaient les plus importantes pour lui. C'est pourquoi aucune n'a jamais été publiée. Il y a ensuite eu une petite pause avant que l'interrogatoire de Cassie ne reprenne à 13h heure locale. La procureure a demandé à Cassie si Diddy avait fait des commentaires sur son apparence physique pendant leur relation. Elle a alors raconté que Diddy la critiquait quotidiennement, lui disant qu'elle avait l'air trop mexicaine et remettant souvent en question son apparence. C'est pourquoi Diddy choisissait ses tenues, sa coiffure et même ses ongles. Mon estime de moi-même a beaucoup souffert pendant toute la durée de notre relation, a-t-elle déclaré, racontant comment Diddy lui avait parfois confisqué ses appareils électroniques, ses voitures ou d'autres biens en guise de punition. Il menaçait de me retirer ma voiture, ma maison ou mes bijoux, a-t-elle expliqué, ajoutant que les employés de Diddy lui prenaient parfois ses affaires. La procureure a alors demandé s'il y avait des coffres forts dans les propriétés de Diddy et ce qu'ils contenaient. Cassie a alors répondu qu'il y avait des coffres forts dans toutes ses maisons auxquels elle avait parfois accès, dans lesquels Diddy stockait de l'argent liquide, des bijoux, des armes et parfois des enregistrements de caméras, et qu'elle avait également vu les armes en dehors des coffres forts. Elle a décrit une situation dans laquelle Diddy, sous l'emprise de lui avait donné une arme qu'elle devait cacher et où elle avait peur qu'elle puisse se déclencher. L'arme était parfois sortie, a-t-elle déclaré. J'ai toujours eu l'impression que c'était une sorte de tactique pour me faire peur. Le procureur est ensuite revenu sur les freak-offs et Cassidy a raconté que Diddy avait mentionné le terme voyeurisme au cours des premiers mois de leur relation et avait décrit comme un fantasme le fait de la voir avec d'autres hommes. La première fois qu'ils ont eu une telle séance, elle était tellement ivre et droguée qu'elle ne s'en souvient plus que par bribes aujourd'hui. J'étais sous l'influence de substances, donc je n'ai pas ressenti grand-chose. Cependant, je me suis demandé si tout cela était bien réel. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, si nous allions recommencer. J'ai accepté davantage, parce que je ne souhaitais pas la contrarier ou la mettre en colère. Elle a raconté que ces séances étaient devenues de plus en plus régulières, jusqu'à avoir lieu chaque semaine, et qu'elle restait éveillée tout le temps, sans dormir. Même si les séances duraient parfois plusieurs jours. Pour rester éveillée, elle se droguait. Et lorsqu'on lui a demandé si elle voulait participer aux séances, Cassidy a répondu très clairement « Non, je me sentais très mal. Je me sentais dégoûtante et humiliée. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point je me sentais mal. Je ne pouvais en parler à personne. » Elle a ajouté que les séances avaient lieu dans les maisons de Diddy ou dans des hôtels réservés sous de faux noms tels que Frank White ou Frank Black, et que le personnel de Diddy apportait les réserves d'huile et les contraceptifs. Comme Diddy tenait à ce que l'huile brille sur tout le corps, elle devait en appliquer toutes les 5 minutes, ce qui explique les énormes réserves. Lors d'une séance dans un hôtel de Beverly Hills, il y avait même une piscine entière remplie d'huile.
Elle a raconté que Didi attendait même d'elle qu'elle participe aux séances pendant ses règles et a également confirmé l'incident au cours duquel Didi et l'un des hommes rémunérés ont, disons, versé leur champagne sur elle. Elle a déclaré que c'était dégoûtant et qu'elle s'était sentie plus qu'humiliée. La procureure a ensuite interrogé Cassie sur la recherche de ces hommes rémunérés et Cassie a répondu qu'elle avait utilisé différents sites internet sous la direction de Didi pour les trouver. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait jamais contacté d'homme de son propre chef et a déclaré « Je lui ai montré une photo pour voir s'il était intéressé. S'il ne l'était pas, je disais non et je demandais quelqu'un d'autre. » La procureure a ensuite montré un SMS envoyé par un homme à Cassie en juin 2012, accompagné d'une photo et du message « Je suis prêt » afin de corroborer ses déclarations. Cassie a ajouté qu'elle ne savait pas que tout cela n'était peut-être pas légal, ce qui a suscité une objection de la défense. Le juge a alors demandé au jury d'ignorer la dernière phrase de Cassie. À 16h30, il y a eu une nouvelle petite interruption avant que le procès ne reprenne à 16h45. Le procureur a interrogé Cassie sur les substances qu'elle avait consommées avec les hommes, et Cassie a répondu qu'elle ne pouvait pas participer aux séances sans avoir une sorte de tampon pour se distancier de la situation. Elle a ensuite décrit les séances au cours desquelles il consommait énormément et où des choses vraiment folles se passaient. Elle a raconté un incident au cours duquel Didi voulait qu'elle recueille ce qui sortait d'un homme à la fin de la séance pour ensuite l'étaler sur les mamelons de Didi dans la pièce voisine. Pff, je ne peux vraiment pas décrire tout cela de manière plus appropriée pour YouTube. Si elle se sentait mal pendant les séances à cause de sa consommation, Didi ne lui accordait même pas une petite pause et la forçait à continuer. Après les séances, Didi exigeait qu'elle lui décrive en détail tout ce qui s'était passé, ce qui était à chaque fois humiliant pour elle. Lors de certaines séances, Didi n'était même pas présent en personne, mais seulement connecté via FaceTime pour regarder depuis une autre pièce. Le procureur a alors demandé les enregistrements des séances et Cassie a expliqué qu'ils avaient d'abord été réalisés avec une caméra vidéo, puis avec des téléphones portables et des iPads. Parfois, elle devait même regarder les vidéos plus tard avec Didi. Mais lorsqu'elle avait les enregistrements vidéo sur ses propres appareils, elle les supprimait immédiatement. « J'étais dégoûtée », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle avait également demandé à plusieurs reprises à Didi de supprimer les vidéos. La procureure lui a alors demandé si elle avait déjà quitté une séance, ce que Cassie a confirmé. Lors d'une séance, elle a voulu partir et c'est là que la vidéo qui a fuité et que nous connaissons tous a été tournée. Elle a déclaré « Lorsque je me suis faufilé hors de la pièce, il m'a suivi dans le couloir, m'a attrapé, m'a poussé au sol, m'a donné des coups de pied, puis m'a traîné jusqu'à la pièce. » Elle ne s'est pas défendue, car elle voulait assister le lendemain à la première de son premier film, A Perfect Match, et ne voulait pas être blessée. En effet, il s'était tellement emporté contre une femme qu'il avait engagé pour une séance qui lui avait fait un œil au beurre noir. Pour finir, la vidéo de surveillance qui avait été divulguée a été diffusée une nouvelle fois. On a demandé à Cassie combien de fois Didi l'avait agressée de cette manière, ce à quoi elle a répondu « Trop souvent pour les compter ». Mercredi à 9h, heure locale, Cassie a été interrogée pour la deuxième fois. Cependant, avant qu'elle ne soit appelée à la barre, les avocats de Didi ont discuté avec le juge. En effet, lors de ce procès, des vidéos des séances entre Didi et Cassie devaient être diffusées, ce que les avocats de Didi souhaitaient empêcher, car ces enregistrements constituaient une atteinte trop importante à la vie privée. La requête a toutefois été rejetée, et les vidéos ont donc été admises comme preuve. Après cette brève discussion, Cassie a de nouveau été appelée à la barre. Vêtue d'une robe grise et d'une veste, elle est entrée dans la salle d'audience sans accorder un seul regard à Didi. L'interrogatoire a alors commencé à 9h50. Comme le dernier procès s'était arrêté sur l'incident entre Cassie et Didi à l'hôtel, la procureure a posé d'autres questions sur cet incident. Cassie a raconté que Didi avait jeté un vase pendant l'incident. « Je me souviens encore comment elle s'est approchée de moi », a-t-elle déclaré. « Mais elle a heurté le mur, et il m'a crié dessus. » Elle ne se souvenait toutefois plus de ce qu'il avait dit. La procureure a ensuite montré des SMS échangés entre Didi et Cassie après l'incident, dans lesquels Didi lui demandait à plusieurs reprises de l'appeler immédiatement car la police était là. Il lui a écrit qu'il allait être arrêté afin d'obtenir une réponse de sa part. Mais Cassie voulait être seule et éviter tout contact avec Didi. C'est pourquoi elle n'a pas répondu. Peu après, la police est également venue l'interroger et elle a répondu à toutes les questions sans nommer Didi comme auteur des faits. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait le protéger, elle a répondu « Oui, bien sûr ». Comme Didi ne pouvait pas la joindre,
il s'est rendu à son appartement et l'a de nouveau agressé devant sa porte. Au cours du procès, Cassie a également déclaré qu'elle avait une première de film le lendemain de l'incident à l'hôtel. Une photo d'elle et de Didi à la première a donc été montrée au jury, tandis que Cassie expliquait qu'elle portait beaucoup de maquillage pour cacher les ecchymoses sur son visage. Elle a déclaré qu'à l'époque, elle pensait que Didi était malade et qu'elle voulait qu'il reste à distance. Le tribunal a ensuite montré des photos de 13 hommes qui auraient participé aux séances, et lorsqu'on lui a demandé si elle avait eu des relations sexuelles avec ces hommes, Cassie a répondu timidement « oui ». Ensuite, un SMS échangé entre les deux a été présenté comme preuve, dans lequel Didi lui écrivait qu'il voulait immédiatement un FO, qui serait l'abréviation de Freak Off. Cassie a ensuite raconté une soirée où elle fêtait son anniversaire. Elle était sortie en boîte avec des amis ce soir-là, mais Didi a voulu une session à la dernière minute, alors Cassie lui a dit qu'elle n'avait ni le temps ni l'envie. Didi a toutefois insisté tellement qu'elle a fini par céder et interrompre sa soirée. Elle a expliqué qu'elle avait peur que Didi ruine sa vie, car il menaçait sans cesse de publier les vidéos de la séance. Elle a déclaré « C'est embarrassant, effrayant et dégoûtant. Personne ne devrait faire cela à quelqu'un. Je savais qu'il pouvait détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je ne devais pas, et surtout, je ne voulais pas apparaître dans ces vidéos. » Le procureur lui a alors demandé comment elle s'était remise après ces sessions. Cassie a expliqué qu'elle avait pris des médicaments pour se calmer, ne plus ressentir de douleur et oublier. Après un certain temps, les séances lui ont valu une infection urinaire, ce qui n'a pas empêché Didi de continuer à la forcer à y participer. Elle a déclaré « J'ai vraiment souffert pendant longtemps. J'ai du mal à croire que j'ai réellement vécu cela. C'était horrible et tellement désagréable. » Elle a également déclaré qu'elle avait même développé des ulcères dans la bouche à cause de toutes ces séances et que Didi l'emmenait dans des clubs échangistes où elle buvait beaucoup, car elle ne supportait pas d'être sobre. La procureure lui a alors demandé si Cassie avait été blessée pendant ces séances. Elle a répondu « trop souvent ». Elle a raconté que Didi était très violent pendant les séances et que certains des hommes payés avaient même vu ou entendu Didi l'agresser violemment lorsqu'elle n'obéissait pas. Elle a ensuite décrit un incident survenu en 2013 où elle s'était endormie chez des amis et où Didi était venu la chercher et l'avait agressée, tandis que ses amis tentèrent de le retenir. Didi l'avait alors frappé contre un cadre de lit, lui infligeant une coupure au sourcil. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital, Didi l'avait fait récupérer par son service de sécurité et l'avait envoyé chez un chirurgien plasticien à Beverly Hills pour dissimuler sa blessure. Le jury a ensuite vu comme preuve une conversation entre les deux datant de 2013 dans laquelle Cassie envoyait à Didi une photo de ses blessures. Elle a ajouté qu'ils s'étaient à nouveau disputés la même année parce que Didi pensait qu'elle lui avait volé de la drogue. Et pour l'humilier, il avait montré une vidéo d'une séance où plusieurs personnes l'entouraient. Elle a déclaré « Je me sentais tellement humilié et j'avais peur. Je me sentais piégé. Comment sortir d'une telle situation ?» Cependant, quelques heures plus tard, elle a accepté une nouvelle session afin que Didi ne soit plus en colère contre elle. À 13h, le juge a suspendu l'audience pour une pause déjeuner d'1 heure. Pendant la pause, les écrans du tribunal ont été recouverts d'un film opaque. En effet, lorsque l'audience a repris à 14h, des photos et des vidéos des freak-offs ont été montrées au jury et au juge. Lorsqu'un des avocats de Didi a ouvert le dossier contenant les images, Didi s'est penché pour les voir lui-même. Il s'est légèrement levé de sa chaise pour mieux voir. Le jury disposait de ses propres écrans sur lesquels les images étaient diffusées et a réagi avec horreur. L'un des membres du jury a haussé les sourcils, tandis qu'un autre prenait des notes avant que la procureure Cassie ne poursuive son interrogatoire. Elle a ensuite raconté la première fois où Didi était devenu violent en 2007 après 1 an de relation. « Il m'a frappé sur le côté de la tête et je suis tombé par terre », a-t-elle déclaré au jury. « J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé ni pourquoi il était en colère. » Le souvenir suivant dont elle se souvient est un incident où elle a été invitée à une fête chez le chanteur Prince. Et elle n'en a rien dit à Didi. Lorsqu'elle est arrivée à la fête, elle a aperçu Didi, qui était également invité, et s'est immédiatement enfuie. Didi l'a poursuivie et serait tombée dans des buissons, ce qui lui a permis de se réfugier dans un hôtel. Peu de temps après, Didi a découvert où elle se trouvait et a fait irruption dans sa chambre. « Il m'a frappé », a-t-elle affirmé, déclarant devant le tribunal avoir subi des ecchymoses au visage. À titre de preuve, le procureur a présenté des emails que Cassie avait envoyés à sa mère et à une collaboratrice de Didi, dans lesquels elle indiquait que Didi menaçait de publier les vidéos et voulait engager quelqu'un pour lui faire du mal. De plus,
Le jury a pu voir des photos de ses blessures, sur lesquelles Cassie présentait des ecchymoses dans le bas du dos et sur la cuisse droite. Elle a expliqué que c'était la première fois qu'elle parlait à sa mère des agressions de Diddy. Elle a ensuite raconté qu'en 2011, elle en avait assez des agressions de Diddy et avait mis fin à leur relation pour sortir avec le rappeur Kid Cudi. Mais lorsque Diddy l'a appris, il a menacé de s'en prendre à elle et à lui, et de faire exploser la voiture de Kid Cudi. Peu après, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé, juste devant son allée. Comme elle avait encore plus peur, elle est retournée avec lui. Puis est venu le pire moment du procès, si bien qu'il a été décidé à l'avance que l'actuel mari de Cassie, qui voulait initialement l'accompagner, devait quitter la salle d'audience. Cassie a en effet raconté leur dernière rencontre en 2018, lors de laquelle leur relation a finalement pris fin. Elle a expliqué que Diddy avait trouvé une nouvelle femme et qu'elle était enfin libre, ce qui lui a permis de rencontrer son mari actuel, avec qui elle a entamé une relation. En août de la même année, Diddy a voulu rencontrer Cassie dans un restaurant pour une discussion finale, puis l'a attirée chez lui, où il l'a agressée contre son gré. Elle a déclaré avoir pleuré et refusé, mais Diddy n'était plus lui-même. Cependant, après cet incident, ils auraient encore eu des relations intimes, mais avec son consentement. Ce n'est qu'après avoir suivi une cure de désintoxication et une thérapie pour traumatisme qu'elle a pris conscience de son comportement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle témoignait aujourd'hui contre Diddy et s'imposait ce procès difficile, elle a répondu « La honte et la culpabilité. Je ne pouvais tout simplement plus le supporter. » L'interrogatoire par le procureur était terminé et les avocats de Diddy auraient dû contre-interroger Cassie. Cependant, comme il ne restait qu'une demi-heure d'audience, le contre-interrogatoire a été reporté d'un jour. Cassie a été interrogée par l'avocate principale de Diddy, et cela a donné lieu à une image qui pourrait bien changer le cours du procès. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le procès a débuté vers 11h, heure locale, et Cassie a été appelée à la barre pour la 3e fois. L'avocate de Diddy a immédiatement commencé son interrogatoire en demandant à Cassie si elle était amoureuse de Diddy et si elle connaissait une facette de lui que le public ignorait, ce à quoi elle a répondu oui dans les deux cas. L'avocate a ensuite demandé à Cassie si elle savait que Diddy l'aimait également, ce qu'elle a nié, ajoutant que Diddy l'avait trompée et blessée, mais qu'elle était toujours revenue vers lui parce qu'elle était amoureuse. L'avocate de Diddy a ensuite montré des SMS datant du début de leur relation, dans lesquels on pouvait lire des messages d'amour que les deux s'étaient envoyés. Dans l'un des messages de Diddy, il écrivait « Baby girl, je t'aime tellement que j'en pleurerai ». Dans un autre échange d'emails datant de 2010, Cassie lui disait qu'elle allait se coucher et qu'elle l'aimait, ce à quoi il répondait « Je t'aime tellement que cela remplit toute ma vie ». Avec cette déclaration, les avocats de la défense ont tenté de réfuter la première déclaration de Cassie. L'avocate est ensuite passée au freak-offs et a demandé à Cassie pourquoi elle avait initialement accepté de participer à toutes ces sessions. Cassie a alors expliqué à nouveau qu'elle voulait simplement rendre Diddy heureux, ce à quoi l'avocate a répondu « Donc uniquement pour le rendre heureux ?» Cassie a ensuite expliqué à la cour qu'elle n'avait jamais voulu participer à ces sessions avec des hommes payés, mais qu'elle l'avait fait uniquement pour faire plaisir à Diddy, et plus tard parce qu'elle avait peur des conséquences si elle ne le faisait plus. L'avocate de Diddy a alors montré un SMS de Cassie dans lequel on pouvait lire « Je suis toujours prête à m'éclater » et dans lequel on pouvait voir des photos d'elle, ce à quoi le procureur a fait objection, qui a été accepté. Cassie a alors chuchoté quelque chose à l'oreille du juge, qui a ensuite interrompu l'audience après seulement 1 heure pour une petite pause. Après quelques minutes, le contre-interrogatoire a repris et Cassie a été interrogée sur plusieurs SMS très explicites qui montraient qu'elle semblait également apprécier ses activités. Dans un message où Diddy demandait une séance, Cassie a même écrit « J'ai hâte ». Le jury a ensuite vu un échange entre les deux, dans lequel Cassie disait à Diddy qu'elle commençait à avoir des sentiments contradictoires à propos de toutes ces séances. Elle a écrit « Je suis partagée entre le désir et la répugnance. Au début, quand nous étions amoureux, je ne remettais rien en question. Cela me semblait tout à fait normal, mais j'avais peur de devenir juste la petite amie avec laquelle tu assouvis tes fantasmes. » L'avocate a ensuite demandé si le premier album de Cassie avait connu le succès et si elle était à l'époque une star montante, ce que Cassie a de nouveau confirmé. Elle a ensuite demandé à Cassie si elle comprenait qu'en portant plainte contre Diddy, elle avait détruit toute sa carrière, ce à quoi Cassie a répondu « Oui, je comprends ». L'avocate a ensuite présenté les préférences de Diddy comme faisant partie d'un mode de vie échangiste et a déclaré que la plupart des gens trouvaient peut-être cela étrange, mais que cela ne constituait pas pour autant un trafic d'êtres humains.
Elle a ensuite demandé à Cassie si Didi avait influencé sa confiance en elle, et Cassie a expliqué qu'il l'avait certes rabaissée, mais qu'il l'avait aussi très souvent encouragée. Elle a admis qu'il l'appelait « reine » et a déclaré qu'il avait une énergie inspirante. L'avocate lui a ensuite posé des questions sur les nombreux appels téléphoniques de Didi, et Cassie a expliqué que cela arrivait souvent lorsqu'elle ne lui disait pas où elle était. « Peut-être qu'il pensait que je le trompais », a-t-elle déclaré, avant que le juge n'interrompe à nouveau l'audience à 12h30 pour une petite pause déjeuner. Après quoi, l'avocate de Didi a annoncé qu'elle aurait besoin de plus d'une journée pour l'interrogatoire, ce qui a déplu au juge car il avait été convenu que l'interrogatoire se déroulerait en 1 jour et demi afin que Cassie, enceinte de plusieurs mois, ne doive pas rester plus longtemps au tribunal. À 13h20, le contre-interrogatoire a repris et l'avocate a montré au jury d'autres messages de plus en plus explicites. Dans l'un d'eux, Cassie écrivait même « Je veux un FO maintenant, ha ha ha, je veux m'amuser. Si cela ne vous intéresse pas, ce n'est pas un problème. » Avec tous ces messages, la défense de Didi cherche très probablement à prouver que toutes les sessions étaient consensuelles. L'avocate a interrogé Cassie sur Kim Porter, l'épouse de Didi à l'époque, et lui a demandé si elle était jalouse d'elle, ce qu'elle a confirmé en disant « J'étais un peu jalouse » et en expliquant que cela lui brisait parfois le cœur de voir Kim avec Didi et ses enfants. Elle a déclaré qu'il était vrai qu'elle voulait faire partie de sa famille, pas seulement être sa maîtresse. Le rappeur Kid Cudi a ensuite été mentionné et l'avocate a expliqué à la cour que Didi avait en fait envoyé Cassie chez Kid Cudi pour qu'ils puissent travailler ensemble sur de la musique, ce que Cassie a confirmé devant le tribunal. Elle a toutefois ajouté qu'elle et Didi faisaient une petite pause dans leur relation à l'époque, ce qui l'avait amené à avoir une liaison avec Kid Cudi. Lorsque Didi l'a appris, il aurait perdu son sang-froid par jalousie et lui aurait donné un coup de pied dans le dos, ce qui l'aurait poussé à se réfugier chez ses parents pour se cacher de Didi. Ils se seraient ensuite remis ensemble. Cependant, Didi lui aurait régulièrement rappelé sa relation avec Kid Cudi afin de la rabaisser à chaque fois. L'avocate a ensuite abordé la relation de Cassie avec Michael B. Jordan et lui a demandé comment Didi avait réagi. Elle a répondu qu'elle n'avait pas vu sa réaction car elle n'était pas présente lorsqu'il l'a appris. Cependant, il aurait essayé de la contacter pendant plusieurs jours. L'avocate a ensuite demandé si Didi se rendait souvent chez ses parents pour parler de leurs problèmes, ce que Cassie a confirmé, ajoutant qu'elle était même présente lors de certaines rencontres. Interrogée sur sa consommation de drogue, elle a déclaré qu'ils avaient expérimenté différentes substances. Après quoi, l'avocate a informé le jury que Didi avait souhaité que Cassie cesse sa consommation régulière à l'été 2016. Interrogée sur la réaction de Didi lorsqu'il a découvert qu'elle avait consommé d'autres drogues sans lui en parler, elle a répondu en un seul mot, explosif. Il aurait même demandé au dealer de Los Angeles de ne plus lui vendre de drogue. Cassie a ensuite expliqué que Didi avait remarqué les effets secondaires de sa consommation et lui avait recommandé de consulter un médecin. Il y a même eu des moments où il s'est inquiété pour sa santé mentale. L'avocate a ensuite évoqué la procédure civile distincte contre Didi, dans laquelle Cassie l'accusait d'avoir laissé sa petite amie se balancer au-dessus du balcon de son appartement, et a expliqué que Cassie n'avait pas vu l'incident présumé elle-même et qu'elle n'en avait entendu parler qu'après coup, ce à quoi Cassie a répondu « J'ai vu ce que j'ai vu ». Une nouvelle pause a ensuite été observée à 16h avant que l'interrogatoire ne reprenne 20 minutes plus tard. Didi ayant été accusé l'année dernière d'avoir ajouté des substances illicites à l'huile pour bébé qu'il utilisait, Cassie a été interrogée à ce sujet. Elle a clairement indiqué que l'huile n'avait jamais contenu de drogue pendant leur relation. L'avocate a ensuite évoqué la vidéo divulguée à l'hôtel et a montré au jury des SMS dans lesquels Didi demandait à Cassie une séance la veille de l'incident, ce à quoi Cassie répondait « Chérie, j'ai vraiment envie d'une séance, mais je ne veux pas me faire de mal », car elle avait la première de son film le lendemain. Cassie a ensuite expliqué au tribunal qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle ne souhaitait pas participer à la séance et qu'elle avait finalement cédé. L'avocate a ensuite interrogé Cassie sur les drogues consommées ce soir-là. Cassie a répondu qu'elle ne se souvenait plus du début de la session et qu'ils avaient très probablement pris de la MDMA ou de l'ecstasy avant que l'avocate ne lui demande si elle avait déjà pris des pilules périmées ou de mauvaise qualité, ce que Cassie a de nouveau confirmé. On lui a ensuite demandé si les drogues étaient peut-être de mauvaise qualité cette nuit-là, ce qui suggère probablement que Didi était irresponsable ou altéré à ce moment-là. Cassie a répondu « Je n'en ai aucune idée ». À 17h, heure locale, le juge a clos l'audience et Cassie doit maintenant témoigner une dernière fois devant le tribunal le lendemain. Cependant, cette journée de procès laisse entrevoir la stratégie que la défense de Didi va adopter devant le tribunal. Elle présente Cassie comme une ex-jalouse
aussi dérangée que lui, qui souhaite maintenant se venger et obtenir son argent. Si elle y parvient, Didi ne serait finalement condamnée que pour violence domestique, ce qui équivaudrait à un acquittement, car même les blessures graves sont prescrites après 5 ans dans la plupart des États. Nous verrons bien comment cela évoluera et je continuerai bien sûr à suivre l'affaire pour vous. Si vous ne souhaitez rien manquer, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.